Les furtifs vous plongent dans un futur proche et fluide où le techno-cocon a affiné ses prises sur nos existences. Une bague interface nos rapports au monde en offrant à chaque individu son alter ego numérique sous forme d'IA personnalisée où viennent se concentrer nos besoins vampirisés d'écoute et d'échange. Partout où cela s'avérait rentable, les villes ont été rachetées par des multinationales pour être gérées en zone standard, premium et privilèges selon le forfait citoyen dont vous vous acquittez. La bague au doigt, vous êtes tout à fait libre et parfaitement tracé, soumis au régime d'auto-aliénation consentant, propre au raffinement du capitalisme cognitif. C'est par ces mots qui est résumé le livre d'Alain Damasio sur sa quatrième de couverture, un livre qui s'appelle Les Furtifs, qui est une des multiples dystopies numériques qui sont sorties ces dernières années. On peut aussi citer le cas de la série Black Mirror. On est bien loin des années 1990 où Internet et plus généralement le numérique étaient plutôt associés à des aspirations libertaires et des idéologies d'émancipation. Territoire sans frontières ni loi, l'Internet libre devait devenir un espace de collaboration libéré des serres des États. Les logiciels libres et open source, Wikipédia, etc., sont à leur manière des rejetons de cette époque. Mais aujourd'hui, le numérique est majoritairement associé à des images bien plus sombres, comme ces dystopies. Et si ces dernières marchent aussi bien, c'est qu'elles ne font que dérouler jusqu'au bout des fils déjà bien présents, même à l'état latent, dans notre société au quotidien. La dernière loi sur le terrorisme, présentée par Darmanin au mois d'avril dernier, en est le dernier exemple. Que permet-elle cette loi? L'exploitation des traces numériques laissées sur le net. Le ministre de l'Intérieur l'a expliqué de manière très claire. Le but est de s'appuyer sur un algorithme qui, en fonction des vidéos et sites que vous consultez, vous donnera possiblement droit à une petite visite sympathique des forces de l'ordre chez vous. Et on sait comment ces lois contre le terrorisme voient très très large dans leur spectre d'application à partir du moment où l'État vous considère comme un danger pour la sécurité publique. Néanmoins, l'ambition de notre réunion débat d'aujourd'hui est d'aller au-delà de ces critiques, certes plus que légitimes, sur les dangers du numérique pour la vie privée. Le but va surtout être de comprendre l'imitation du capitalisme engendrée par ce qu'on a appelé la révolution numérique. Rappelons-le clairement d'emblée, dans le capitalisme numérique, il y a capitalisme. Ces innovations technologiques n'ont pas du tout supprimé les logiques fondamentales du système économique. Au contraire, elles ont eu et elles ont toujours plutôt tendance à les aggraver, que ce soit la propriété privée, la concentration des moyens de production, dans moins en moins de mains, ou l'épuisement des deux sources de richesse, à savoir le travail humain et la nature, par l'exploitation salariée. Une autre idée reçue à balayer d'entrée, c'est celle d'un secteur numérique qui serait éthéré, presque virtuel. Tout se passerait dans le cloud. Ce qu'il faut voir, c'est que ce secteur numérique s'appuie sur un support physique bien réel, à travers des câbles sous-marins, des travaux de connexion d'un réseau, les antennes, les serveurs, les semi-conducteurs, les data centers. Facebook, c'est aussi ça. Ce qu'on voit à l'écran, c'est un des data centers de Facebook à Luleå, en Suède. Cette matérialité très 1.0, on peut aussi l'appréhender à travers un chiffre. Si Internet était un pays, il serait le troisième plus grand consommateur d'électricité au monde, juste derrière la Chine et les États-Unis. Au niveau mondial, la part d'émissions de gaz à effet de serre attribuable au numérique est d'environ 3,5% en 2019. Mais ce qu'il faut voir, c'est surtout que ce poids croît de manière exponentielle année après année. Autre preuve en creux plus récente de la matérialité du numérique, c'est cette pénurie de puces électroniques qui, depuis un an, freine l'économie mondiale, dont la production de PlayStation 5, par exemple. Les chaînes de production sont brutalement arrêtées début 2020 avec la crise du Covid et n'ont pas redémarré assez vite pour répondre à la demande, qui, de son côté, a beaucoup augmenté du fait du matériel numérique par rapport au confinement, etc. Alors le numérique, ça serait finalement tout changer pour ne rien changer. C'est pas du tout la thèse qu'on va développer dans ce topo, bien au contraire. Car une fois dit tout cela, il s'agit de prendre au sérieux ce que le numérique fait au capitalisme, et ce, sur différents plans. Reflet manifeste et immédiat du poids croissant du numérique dans l'économie, c'est le développement d'entreprises du type Amazon, Facebook, Alibaba en Chine, etc.
Ces entreprises sont aujourd'hui devenues des vrais mastodontes, bien loin de l'image de start-up que parfois on leur accole. Ces entreprises elles brassent aujourd'hui énormément de capital, énormément de profits et absorbent de plus en plus de force productive. Une mesure pour s'en rendre compte parmi d'autres, c'est l'évolution des plus grandes capitalisations boursières. En 2000, seule une entreprise de la tech apparaissait dans le top 10 avec, avec Microsoft. En 2019, elles sont 7 et trustent les 5 premiers rangs. Apple, Microsoft, Alphabet qui est Google, Amazon et Facebook. Début décembre, les capitalisations boursières de ce qu'on appelle les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, ont dépassé les 7 400 milliards cumulés. Pour comparaison, le PIB de la France, c'est d'environ 2 500 milliards en 2019. En termes de nombre d'employés, selon certaines estimations, en 2025, plus d'un demi-milliard de personnes feront partie des travailleurs de plateforme, pour ne citer que ce secteur. Ces mastodontes du numérique inventent aujourd'hui de nouveaux marchés et mordent aussi allègrement sur les plates-bandes de secteurs traditionnels tels la grande distribution, l'hôtellerie ou le transport à la personne. Bref, ces entreprises du numérique sont devenues aujourd'hui des requins qui jouent dans la cour des grands dans l'océan capitaliste. Au-delà de ces entreprises, la révolution numérique, elle s'est plus fondamentalement infiltrée dans tous les pores du système capitaliste, et ce, de différentes manières. L'informatisation s'est ainsi traduite dans l'industrie par l'explosion de la connectivité. Pierre Welst décrit par exemple dans ses ouvrages la globalisation des chaînes de valeur induite par cette transformation. Pour cet auteur, la planète est devenue une gigantesque chaîne de montage avec une division du travail à l'échelle mondiale. Il appelle ça la société hyper-industrielle, car ce n'est pas du tout la mort de l'industrialisation, bien au contraire, mais on a d'un côté des pôles ultra connectés les uns avec les autres, au détriment d'espaces périphériques de plus en plus marginalisés pour leur compte. À l'intérieur des usines maintenant, les méthodes de production issues du toyotisme et du lean management, qui sont en quelque sorte le stade suprême du taylorisme, se basent notamment sur une gestion au cordeau des stocks. Le but, zéro délai, zéro stock. Éliminer les surplus, que rien ne dort, que toutes les marchandises intermédiaires et les matières premières arrivent juste à temps en fonction du plan de production. Une telle gestion des stocks, ou plutôt des non-stocks, nécessite un suivi et un traçage en temps réel des flux de marchandises, suivi justement permis par qui? Par le numérique. Les innovations numériques vont jusqu'à remodeler les processus de production, l'organisation du travail et avec eux les formes d'exploitation capitaliste. Elles sont bien sûr un appui à l'automatisation de plus en plus poussée. En Chine, l'usine des Zhongxing Precision Technology de Dongguan, qui produit des téléphones, a remplacé 90% de ses employés par des robots. On peut aussi citer l'exemple de BMW dans l'automobile et de la reconnaissance automatique des images. Une IA, une intelligence artificielle, évalue les images des composants dans la production en cours et les compare en quelques millisecondes à des centaines d'images de la même séquence. Ça leur permet de vérifier en temps réel si toutes les pièces requises ont été montées et au bon endroit. BMW, encore elle, a par ailleurs également reconstitué numériquement, de manière très fine, toute la chaîne de production pour chercher ensuite à l'optimiser. Ils optimisent numériquement sur leur modèle et ensuite ils appliquent dans la vie réelle sur l'entrepôt de production, l'usine de production, pardon. Dans les entrepôts logistiques, on a vu le développement dans les dernières années de ce qu'on appelle la commande vocale. Le chercheur David Gaborio décrit ainsi une journée de travail. Dans certains entrepôts, on peut prendre dès l'accueil le Talkman, c'est un petit boîtier informatique, et le casque muni d'un micro. Plus besoin d'attendre un chef, enfiler son casque, c'est être à son poste. On allume son Talkman et tout se passe par la voie numérique. On donne son identifiant et on dit OK pour commencer sa mission. À partir de là, la voix annonce les colis à prendre un à un. On valide, on donne le code des trompeurs, ce qui est un numéro affiché devant le colis, puis on fait le tour de l'entrepôt en prenant les articles demandés et on les met sur la palette. On fait cela en continu pendant 7 à 8 heures. Tous les ordres sont donnés par la machine, on peut passer presque toute sa journée seul. En découle ainsi une intensification du travail et en lien une intensification de l'encadrement. Dans un entrepôt, on peut aujourd'hui savoir où est un ouvrier
et ce qu'il fait toutes les 15 secondes. Tous les espaces où il y avait encore un petit peu de souplesse dans l'entrepôt, on pouvait discuter entre collègues, faire le travail à sa manière, ont été littéralement supprimés. Gaboriau parle ainsi de taylorisme assisté par ordinateur. Donc c'est du taylorisme, le nec plus ultra du taylorisme. Du côté des centres d'appel, l'encadrement des salariés est de plus en plus poussé également grâce au couplage de l'ordinateur et du téléphone. Tout est enregistré et surveillé, les heures de log et de délog, le nombre et la durée des appels, les temps de pause, etc. L'intelligence artificielle, encore elle, permet d'aller encore plus loin, à l'instar d'une filiale de Microsoft qui voit un algorithme qui enregistre et analyse l'intégralité des conversations passées. Est-ce que l'opérateur a bien suivi les règles? Qu'est-ce que la diction et l'intonation de l'opérateur laissent transparaître de ses sentiments? L'algorithme écoute et note en conséquence chaque appel. Ces technologies de l'information et de la communication renforcent ainsi, sous le capitalisme, la panoplie des moyens patronaux de surveillance et de contrôle. Enfin, le numérique joue également un rôle clé dans la financiarisation de l'économie. Il permet de faire tourner les modèles, d'enregistrer et de partager en temps réel, à l'échelle de la planète, les millions de transactions quotidiennes et l'évolution engendrée des prix des actifs. La City, la bourse de Londres, enregistre par exemple 1 million de milliards de transactions chaque année, qui veut dire 33 millions de transactions chaque seconde en moyenne. Voilà, je voulais juger les ordres de grandeur. Plus récemment, en finance de marché, on a vu l'émergence de l'automatisation du trading. Le trader devient en fait lui-même un algorithme qui, en tenant compte de signaux préalablement définis, effectue automatiquement les prises de position sur les ordres d'achat ou les ordres de vente. Et ça débouche notamment sur la possibilité de ce qu'on appelle le trading à haute fréquence, qui consiste, à travers ces algorithmes, à effectuer des millions de microtransactions automatisées dans un laps de temps éclair de l'ordre de la microseconde. Vous envoyez des ordres en, fait, en permanence pour jouer en fait sur les infimes variations de prix pour faire des grandes marges vu le volume de transactions réalisées. Comment se joue la concurrence entre ces traders robots algorithmes? Le gagnant est celui qui a les plus gros ordinateurs et qui arrive à les installer le plus près des serveurs des salles de marché pour réduire encore plus le temps pour passer à la transaction et doubler le concurrent qui a mis un tout petit peu plus de temps. En conclusion de ce survol rapide des transformations en profondeur engendrées dans le système économique par le numérique, un fait notable peut être relevé, c'est le fait que l'effet de levier que la révolution numérique a eu en termes d'emploi sur la production industrielle ou d'infrastructures n'est pas du tout aussi gigantesque que dans le passé, ce qu'on a vu avec le développement des chemins de fer, puis de l'électricité. D'autant que les gains de productivité énormes permis par l'informatisation, puis la robotisation dans les branches industrielles comme l'automobile, la chimie, l'aviation, etc., ont pesé à la baisse sur le nombre de travailleurs embauchés dans ces secteurs. D'où ce qu'on observe, à savoir un déclin de l'emploi industriel dans le monde, ou plus exactement, une stabilisation de cet emploi industriel pour une production industrielle qui pourrait pourtant élargie et même démultipliée. On produit bien plus avec le même nombre de travailleurs. Ce qu'on observe, en fait, c'est que l'utilisation capitaliste des technologies numériques a surtout donné lieu à deux grands phénomènes. D'une part, à un grand mouvement de marchandisation des services, d'autre part, à une grande unification du monde sous l'univers du capital, avec une cristallisation extrêmement rapide de monopoles. Je vous invite à écouter les introductions suivantes pour revenir plus en détail sur ces transformations dans le modèle économique des entreprises, mais aussi dans l'exploitation du travail, avant de voir les luttes des livreurs qui se battent contre ces plateformes.